Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir au sein de cette session. Je suis Morgane Andry, ATER à l'Université de La Réunion et aujourd'hui je vais vous parler de la méthode phénoménologique que j'ai adoptée durant l'écriture de ma thèse de doctorat. Elle s'intitulait « Analyse des représentations de la Réunion dans les discours de promotion touristique ». Pour contextualiser mon terrain de recherche, on peut mettre l'accent sur deux phénomènes. D'abord, la Réunion connaît une situation linguistique particulière. Beaucoup l'ont catégorisée de situation diglossique selon l'acception de Charles Ferguson. Mais ce concept ne couvre pas toutes les spécificités de la situation linguistique de l'île. Nous privilégions alors le concept de continuum qui se caractérise par la présence d'un diasystème bipolaire allant d'un acrolecte caractérisé par des formes socialement valorisées à un basilecte correspondant à l'état de la langue dévalorisée socialement, d'après Michel Carayol et Robert Chaudenson. En d'autres termes, il y a une confrontation entre deux langues en contact qui sont le créole réunionnais et le français. Le deuxième phénomène important à soulever est l'éloignement spatial et symbolique de la Réunion de la France hexagonale. Ce double éloignement, comme l'appelle Lionel Gauthier, nourrit alors les imaginaires. C'est d'ailleurs à partir de ce postulat que ma recherche tend à comprendre les représentations de l'île au sein de plusieurs supports de promotion touristique, aussi bien endogènes qu'exogènes. Pour cette communication, nous allons donc tenter de répondre à une question principale. Comment la phénoménologie peut-elle s'appliquer à une recherche en sciences du langage et en particulier à l'étude des discours touristiques à propos des destinations insulaires? Pour y répondre, nous allons tout d'abord évoquer l'élaboration de notre sujet et de notre corpus au regard de la phénoménologie, son rapport au réel, et enfin, la question de la posture du chercheur. Comme je l'ai indiqué en introduction, ma thèse de doctorat s'inscrit dans un positionnement épistémologique particulier, car comme le mentionne Philippe Blanchet, la question n'est pas de déterminer comment et en quoi ce matériau partiel reflète le réel, mais comment et en quoi il rend compte de certaines constructions interprétatives du monde social par certains de ses acteurs. Notre recherche se base donc sur un corpus qui rend compte de certaines constructions interprétatives du discours touristique à propos de l'île de la Réunion et selon une approche sociolinguistique, plus précisément d'ordre phénoménologico-herméneutique, comme le mentionne Didier de Robillard. Pour lui, d'ailleurs, la sociolinguistique, bien que se fondant contre le structuralisme saussurien et ou chomskien, en tentant de construire son originalité face à eux, en a néanmoins emporté l'essentiel, le sémiocentrisme. Cela l'a contraint à concevoir la sociolinguistique comme une périphérie se rajoutant à ce pilier. Les sociolinguistes ne valorisent pas explicitement leur propre expérience, sinon pourquoi ces masses de corpus censées démontrer le sens et n'en font pas le cœur de leurs travaux, puisque cela nécessiterait la valorisation et donc l'explicitation de leur expérience, donc de leur historicité, ce qui n'est pas reconnu comme légitime. Ce type d'approche implique une sociolinguistique phénoménologico-herméneutique qui reconnaît l'articulation des savoirs expérientiels et des savoirs non expérientiels. Cela exige donc de la part du chercheur l'articulation explicite de sa recherche avec son expérience. Didier de Robillard propose alors aux chercheurs d'imposer leurs propres interprétations au regard des savoirs expérientiels et non expérientiels. Pour ma thèse, cela s'est ressenti dans la constitution du corpus. En effet, afin de comprendre les représentations de la Réunion, il nous fallait les comparer à des discours touristiques sur d'autres territoires, insulaires ou non. Il est évident que l'intérêt porté à l'île de la Réunion est avant tout un choix personnel et subjectif. Toutefois, n'ayant jamais voyagé vers d'autres îles que l'île Maurice, nous ne pouvions pas choisir d'autres destinations insulaires d'après notre expérience, ce qui a été le cas par contre avec des destinations hexagonales. C'est ainsi que mon corpus final regroupe
plus d'une dizaine de guides allant des îles de l'océan Indien jusqu'aux régions aux représentations héliocentrées d'hexagones comme la Côte d'Azur. Qui dit représentation dit aussi imaginaire et critique des idéologies. Nous avons donc tenté de schématiser les explications de Luz Ascarat quant aux travaux de Paul Ricoeur. L'auteur explique que lorsque Paul Ricoeur se préoccupe de la critique des idéologies, il croise la tradition marxienne de l'émancipation avec les apports phénoménologiques sur l'imagination pour établir les bases de sa critique herméneutique. La méthode phénoménologique de description des expériences des individus occupe ici une place fondamentale. D'après Ricoeur, il existerait ainsi 4 domaines de l'imagination productive. En premier lieu, dans le domaine de l'imagination sociale et culturelle, l'utopie est la fiction de l'imagination productive et l'idéologie, l'imagination sociale reproductive. En second lieu, nous trouvons le domaine épistémologique de l'imagination productive et en troisième lieu, le domaine poétique de l'imagination productive. Enfin, le concept d'imagination productive est traité à partir du domaine du symbole religieux. L'utopie, l'idéologie et les imaginaires sont donc des concepts clés de notre thèse. Nous allons tenter d'en expliquer les raisons et de les illustrer dans la partie suivante. Comme je l'ai annoncé en introduction, je suis née, j'ai grandi et j'ai fait toutes mes études sur l'île de la Réunion. Enfant d'une mère réunionnaise et d'un père métropolitain, les questions linguistiques étaient inconsciemment au centre de notre famille depuis toujours. Je comprends le créole, mais je ne l'ai jamais parlé. Dès lors, le choix de travailler sur la Réunion est une démarche qui peut interroger l'objectivité de ma recherche. Mais comme le dit justement Mylène Lebon-Yquem, les notions d'exhaustivité et d'objectivité prêtent matière à discussion. On peut considérer alors que notre rationalité, notre imaginaire, notre affectivité et notre expérience orientent notre appréhension du monde. Par ailleurs, comme le précise Masaki Harada, le concept de texte distingue la phénoménologie herméneutique de Ricoeur, cherchant sans cesse le dialogue avec les sciences humaines, de la phénoménologie herméneutique de Heidegger, exerçant sa réflexion philosophique en développant ses recherches génétiques du discours, du langage et des concepts philosophiques. C'est aussi ce concept de texte qui sépare la position de Ricoeur de la position psychologisante à propos de la théorie de l'interprétation. Plus loin, l'auteur évoque aussi que l'objectivité du texte médiatise la subjectivité de l'auteur et celle du lecteur. La relation entre ces deux subjectivités est plus directe, plus singulière et plus introspective dans le discours oral que dans la lecture du texte. En travaillant sur les discours de promotion touristique, j'ai fait face, sans le vouloir, à des questions inhérentes aux études postcoloniales et aux études de genre. Cette réflexion au sein de ma thèse n'aurait pas pu être possible sans justement la prise en compte de mes savoirs expérientiels. Par exemple, 2 éléments qui reviennent souvent dans les guides touristiques sur les destinations insulaires sont la gastronomie et la population locale. Sans parler du processus d'exotisation qui se met en place dans les discours, il y a aussi une mise en scène de la population qui se joue dans les pages de ces ouvrages, chose qu'on ne trouve pas dans les guides sur les autres régions françaises ou même sur la Corse, par exemple. En effet, le Petit Futé, par exemple, use des realia, c'est-à-dire une catégorie qui se réfère d'abord à des objets, référents ou concepts, et non aux mots qui les désignent, les signifiants. Pour vous donner un exemple, dans le Petit Futé sur Mayotte, 12 lemmes issus de la liste des 30 mots-clés sur Mayotte sont des realia. Parmi eux, on trouve des termes qui catégorisent la population, comme Bweni ou Mama Brochetti. Dans celui sur la Réunion, les représentations de la femme créole sont complétées avec l'image, je cite, de la cuisinière créole qui a ses petites habitudes ancestrales pour préparer le curry quotidien. Étant née sur ce territoire, je ne pouvais avoir qu'un sourire en lisant ces lignes, étant donné que le guide essaie de promouvoir une image un peu anachronique de la Réunion.
Il existe bien évidemment des individus, hommes ou femmes par ailleurs, qui cuisinent en suivant leurs traditions, mais à l'heure de la restauration rapide et de la mondialisation, ces pratiques se font de plus en plus rares, notamment dans les générations des années 90. Toutes les destinations touristiques font l'objet de représentations fantasmées. Il s'agit d'un imaginaire touristique, pour reprendre les termes de Maria Gravari Barbas et Nelson Graburn. Mais cette utopie, dans le sens où l'entend Ricoeur, peut poser question notamment sur l'émergence d'un potentiel discours colonial au sein de ces promotions et finalement faire ressortir des représentations héritées d'une certaine domination européenne sur les îles. Cette question est assez délicate car, comme l'évoque le titre de l'article de Pascal Duret et Michel Augustini, sans l'imaginaire balnéaire, que reste-t-il de l'exotisme à La Réunion ? On peut encore se demander quelle peut être alors la posture du chercheur face à ces questions. Comme je l'ai annoncé, la femme est considérée comme un élément exotique régulièrement réifié par les auteurs afin de promouvoir une destination. Jean-François Stasac parle d'un lien entre exotisme et érotisme. Les guides évoquent la beauté des femmes des îles, leur tenue originale et leur style de vie qui s'éloigne des habitudes occidentales. Les discours sur les femmes exacerbent les différences entre les îles et l'Hexagone. On distingue notamment deux profils de femmes, la belle créole et la nourricière. En effet, Carpanin Marimoutou note que la figure de la belle créole est un personnage récurrent de la littérature coloniale. Il explique que derrière le mythe de la belle créole se laisse appréhender une anthropologie du regard masculin, exote ou natif, et si la belle créole n'est dite que par les hommes, est-ce un indice que l'on n'est pas encore sorti du discours colonial ? Ce mythe apparaît bien dans les discours touristiques. Pour illustrer mon propos, je présenterai la femme créole ne se limitant pas à la réunionnaise. En effet, mon analyse comparative a permis de relever une régularité discursive de ces comportements dominants. Le Petit Futé sur la Martinique affirme que malgré la coquetterie et l'attachement aux apparences des jeunes générations, le costume féminin traditionnel a été petit à petit délaissé pour faire place à des habits plus contemporains. Pour les grandes occasions ou pour la messe, on peut encore apercevoir quelques femmes joliment parées de bijoux, de coiffes et de jupons de madras. Les termes comme coquetterie ou l'adverbe joliment rappellent justement le mythe de la belle créole. Enfin, le Petit Futé sur la Réunion évoque les charmes des tantines, c'est-à-dire les filles coquettes et pétillantes de l'île. Ces descriptions pourraient paraître innocentes et contribuer aux rêveries de la terre créole, mais on constate qu'il n'y a pas de description des hommes des îles et que les descriptions des femmes sont absentes dans les guides sur les régions hexagonales. Il n'y a pas non plus de partie dédiée à la population. C'est dans ce sens que nous y avons décelé un discours phallocrate, post-colonial et européocentré. La binarité homme-femme est complémentaire à la binarité entre le touriste et les locaux. En effet, l'autre et l'ailleurs sont toujours des éléments utilisés par les guides touristiques afin de montrer le décalage entre l'Hexagone et les îles. Le problème en tombant sur ce genre de résultats pourrait être la légitimité du chercheur. Pour ma thèse de doctorat, mon objectif de départ a été d'établir un état des lieux du discours touristique sur la Réunion. Admettre que les discours exogènes étaient porteurs de caractéristiques considérées comme sexistes et postcoloniales ne nous apparaît pas comme un jugement puisqu'ils sont justifiés. Notre objectif n'était pas d'avoir un regard critique sur ces discours, mais de mettre en lumière leurs particularités. Les éléments sexistes et postcoloniaux apparaissent comme des caractéristiques de ces discours. Finalement, le principal danger que peut représenter ce genre de sujet serait de tomber dans une attitude militantiste. Nous aurions pu présenter d'autres résultats de notre recherche, mais le temps risque de nous manquer. Comme l'évoque David Piotrowski, on est conduit à passer d'une conscience linguistique toute d'un bloc à une conscience linguistique complexe, active
et étageant différentes strates de constitution d'objets. En somme, il s'agit d'abandonner la vision kantienne de l'intuition pour donner droit à une conception plus élaborée telle que développée par Husserl. En guise de conclusion, nous pouvons également citer le même auteur qui affirme que l'approche phénoménologique semble bien en mesure d'aborder plus finement les modalités dynamiques et adaptatives de l'intuition de recevabilité pour mieux rendre compte des modulations des jugements qu'il exprime et dont le sens et la raison restent encore à explorer. Je vous remercie pour votre attention et reste disponible quant aux échanges ou à diverses questions qui pourraient surgir face à cette question de la phénoménologie à l'aune de la sociolinguistique.